Peut-être à l'inverse de hier où c'était un peu une conférence, enfin, une leçon inaugurale, c'est un exercice, voilà, en soi aussi, donc c'est un peu une sorte de conférence, très générale, hein. Aujourd'hui, je vais essayer d'être un peu plus, sobre, heu, appliqué, rigoureux, avec des contenus, heu effectivement aussi pas mal de données, parfois des chiffres, des graphiques. Bon, je signale tout de suite que l'ensemble des diaporamas, je vais les mettre, sur mon blog. Vous aurez un code QR, à la fin, du cycle et avec ça, a priori, vous serez redirigé vers la page qui sera non pas une page publique, mais une page accessible pour ceux qui disposent du code, hein, pour pouvoir télécharger, les diaporamas. C'est un manuscrit en cours de rédaction, donc pour partie, bah, il manque beaucoup de sources, je ne les ai pas encore mentionnées, ce sera pour, l'ouvrage dès qu'il sortira, peut-être, cette année-ci ou printemps de l'année prochaine. Alors, quel est le thème d'aujourd'hui? Le thème que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est celui de, l'émergence, la crise de la grande entreprise et ce qui succède à cette grande entreprise. De quelle manière? Pour quelles raisons? Quelles sont ses caractéristiques, les dynamiques, notamment, sur le plan économique, mais aussi sur le plan social, au niveau des relations de travail. Donc quelque part, en guise d'introduction, je voudrais quand même commencer par dire quelques mots sur, voilà, le capitalisme, d'où vient-il? Qu'est-ce que c'est? Hein, c'était une question qu'on m'a posée à l'issue de la leçon de hier, donc je commence par ça. Ah voilà, le capitalisme, c'est bien plus qu'une économie de marché. On a connu des économies de marché, heu, proto-capitalistes ou non capitalistes, mais avec, voilà, des échanges, marchands. Voilà. Donc, l'échange marchand, c'est un échange où, voilà, il y a un vendeur, qui vend un produit, un bien, il y a un acheteur, un acquéreur et donc il y a un échange qui se fait autrement qu'à partir du troc, hein. Le troc, c'est assez simple, voilà, c'est, un lapin contre 2 poules. Voilà, ça prend plus de temps, de chasser le lapin que d'attraper 2 poules. Donc voilà, il y a un équivalent qui se fait, on va dire, en termes de 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 difficulté, de temps et cetera. L'échange marchand, qui devient un échange monétaire, bah, il fonctionne avec cet équivalent qui est l'argent. Et donc, dans ce système-là, on a un échange où, voilà, on a un cycle, où, vous avez d'un côté, hem, une marchandise qui est vendue en échange d'argent et puis, qui est consommée, hein. Heu, Très vite, il y a une spécialisation qui se développe, hein, qui s'est déjà développée dans l'Antiquité, avec des commerçants, des marchands qui se spécialisent, on va dire, dans cette activité-là. C'est-à-dire que, quelque part, ils ne vont pas vendre pour, avec l'argent qu'ils reçoivent en échange du produit, vendu, pouvoir subvenir à leurs besoins, mais pour pouvoir, quelque part, acheter d'autres et revendre. Donc, vous avez un cycle qui se densifie, hein, qui est un cycle d'échange marchand où, quelque part, le marchand, le commerçant, il, il achète pour revendre. Alors comment fait-il des profits? Bon, ben, il fait des profits en essayant d'acheter le moins cher possible, en essayant de vendre le plus cher, hein, le plus chèrement possible. Évidemment, il n'est pas toujours fiable, c'est une des raisons pour lesquelles, heu, dans les mythologies ou dans les religions, de l'Antiquité, bah, le dieu, du commerce était aussi le dieu du vol, hein. Donc on avait quelque part, jamais la certitude que le prix était, correct, que, la marchandise était, de bonne facture, et cetera. Donc après, bon, on invente, par exemple, hein, la morale, l'éthique, la religion, elle aide évidemment pour un peu, disons, faire en sorte que l'échange marchand soit à peu près fiable, même s'il faut toujours marchander et cetera. C'est d'ailleurs une pratique qui s'est développée, qui persiste encore aujourd'hui. Mais disons que, voilà, le capitalisme commence à se développer à partir de l'échange marchand, c'est clair, hein, et c'est déjà quelque chose qui se développe, disons, heu en Europe, à partir du XIIIe, XIVe siècle, hein, notamment dans les villes du nord de l'Italie, hein, Venise, qui est une ville qui se spécialise, on va dire, dans la vente, enfin l'acquisition et la vente de marchandises acquises bien loin, hein, la route de la soie, et qui va, hein, revendre cela, c'est des biens de luxe bien souvent, à des acquéreurs,
qui appartiennent à la classe de la féodalité, la noblesse, la classe dirigeante de l'époque. Et donc cette spécialisation, hein, ces commerçants qui s'enrichissent évidemment parce qu'il y a des volumes, il y a des transactions qui se développent, ben, on commence à se dire que peut-être que l'échange marchand, il faut le faciliter et on invente, hein, il n'y a jamais de hasard, on invente d'une part la lettera di cambio ou di pagamento, la lettre d'échange, ça permet de non pas faire l'économie de l'argent, mais d'avoir quelque chose qui hein, est l'équivalent de l'argent. C'est-à-dire qu'on a quelque part un titre qui vaut de l'argent, qu'on peut hein, changer en termes monétaires ensuite. Il y a une autre invention qui se fait au XIIIe siècle aussi, c'est la commenda, c'est les commerçants qui se mettent ensemble pour hein, rassembler les capitaux, ce qui leur permettra d'acquérir, c'est les Génois en l'occurrence, hein, d'acquérir des volumes plus grands et en même temps de répartir un peu les risques. On ne sait jamais, il y a des pirates, le bateau il coule, la marchandise est perdue. Donc voilà, on va répartir les risques de perte de marchandises. Hein. Une troisième invention qui est assez importante, c'est la ragione, qui en italien signifie la raison, mais qui signifie aussi, hein, du latin ratio, qui signifie aussi calcul. Hein. Et cette invention-là, elle est portée par euh, la bourgeoisie mercantiliste ou les marchands de Firenze, les Florentins, qui, en fait, inventent la comptabilité. Hein. Comme ils ont reçu du pape, du Vatican, la licence, la possibilité de lever les impôts pour le Vatican, pour l'institution religieuse, pour l'institution pour l'Église, les Florentins sont en fait les premiers banquiers. Hein. Et comme ils sont partout en Europe, ils ont des représentants en Europe du Nord, à Londres, à Bruges, aux Pays-Bas, en France aussi, là où il y a les marchés annuels, les foires annuelles, ce sont en fait eux qui vont, à partir de cette possibilité qu'ils ont de lever les impôts, ben, ils ont de l'argent liquide. Ils ont de l'argent liquide. Et donc, ils peuvent aussi, en tant que commerçants, acheter de la laine en Angleterre hein, et la transférer en Italie du Nord, la transférer ou la revendre ailleurs. Et donc, ils ont, en fait, en tant que banquiers, en tant que créditeurs, ils ont un accès à des masses monétaires plus importantes. Et à partir de là, ils vont comprendre aussi l'intérêt d'avoir une comptabilité à double entrée. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on doit dépenser. Et à partir de ce moment-là, on a les premiers éléments qui se mettent en place, qui vont faciliter l'émergence hein, d'un capitalisme mercantiliste. Le capitalisme mercantiliste, c'est toujours un peu la même dynamique que celle dont j'ai parlé au début, à savoir le fait qu'on achète pour vendre, et avec les revenus, hein, les rentrées financières, ben, on peut les thésauriser, hein, on peut les réinvestir, on peut acheter davantage, on peut avoir des représentants. Effectivement, ce capitalisme mercantiliste, il se développe aussi d'autant plus facilement que quelque part, les marchands ne doivent plus accompagner leurs marchandises. Hein, et qu'il y a donc tout un réseau commercial qui se met en place en Europe. Bon, cela continue à se développer. On peut dire que quelque part, dans la société féodale, la société euh, euh, 15e, 16e, 17e siècle, ben, il y a une sorte de capitalisme marchand qui se développe, mais ce n'est pas encore du capitalisme. Et donc, les institutions politiques, euh, étatiques, le pouvoir, ben, il est toujours monopolisé par une classe, à savoir la noblesse, hein, avec ses auxiliaires, hein, avec le haut clergé, avec aussi, disons, les structures militaires hein, qui se développent en lien avec la formation des États. Hein. Évidemment, c'est aussi une période avec énormément de guerres de religion. Mais disons que le sociologue allemand Max Weber, ben, il a développé cette hypothèse qui, en partie, n'est pas fausse, mais qui est quand même contestée par certains, comme Werner Sombart, un historien allemand. Euh, disons que pour Max Weber, voilà, il y a l'éthique protestante qui, quelque part, va présider favoriser l'émergence hein, du capitalisme. Hein. Donc, c'est l'éthique protestante qui est quelque part le moteur de cet esprit d'époque hein, qui va favoriser le développement du capitalisme. Pour Werner Sombart,
c'est plus compliqué. Pour lui, c'est plutôt le développement des échanges marchands qui font qu'une classe bourgeoise émerge, hein, de commerçants, de marchands, qui, à un moment donné, se disent que ça vaut quand même peut-être la peine de faire un peu plus que d'acheter et de vendre. Donc, qu'est-ce qui se fait à partir déjà du 15e, 16e siècle, notamment en Flandre et en Italie du Nord? Ces commerçants, ils essaient de contourner les obstacles de l'époque. C'était quoi les obstacles de l'époque? C'était les artisans, c'était les corporations d'artisans, hein, qui avaient quelque part le monopole de la fabrication des tissus, hein, parce que c'était surtout ça qui devenait un produit de masse, hein. Il y avait certes les épices, la soie, des produits de luxe, mais le premier produit, la première marchandise consommée à une échelle, on va dire, presque continentale, c'était hein, les tissus, les vêtements, hein. Donc, on n'allait pas tous commencer à tisser en hiver en tant qu'agriculteur. On avait peut-être le temps, mais enfin bon, il y avait quelque chose qui se développait autour de ces biens, ces marchandises-là. Et les commerçants se disent que quelque part, les obstacles à prendre, à surmonter, ce sont ces corporations qui maîtrisent à la fois le métier, l'activité et déterminent le prix pour contourner cet obstacle, pour tirer les prix vers le bas, ils se disent que ça vaut peut-être la peine d'aller voir ceux qui ne sont pas organisés en tant qu'artisans. Par exemple, en zone rurale. Voilà. Il n'y a pas de corporation, elles étaient beaucoup plus faibles que celles qui étaient structurées dans les villes, comme Ypres, Gand, comme une partie de l'Italie du Nord aussi, comme dans le nord de la France, hein, de la région de Roubaix, de Tourcoing, autour de Lille. Il y avait une activité intense, il y avait une industrie, on va dire, proto-capitaliste au XVIIe, XVIIIe siècle. C'était des productions qui se faisaient déjà à une certaine échelle, avec des volumes conséquents. Ils se disent, bon, on va contourner ces corporations et on va amener les matières premières chez les agriculteurs, chez les paysans, qui en hiver n'ont pas grand-chose à faire. On leur amène aussi un métier de tissage, donc on va dire l'outillage, hein. Et donc, à partir de là, ben, on prend le produit fini et on va le vendre. Donc, d'une certaine manière, ils commencent à organiser la production. Mais ce ne sont pas encore des entrepreneurs. C'est là où on peut dire que le capitalisme hein, se manifeste directement. C'est lorsque les commerçants, les bourgeois commerçants, les marchands deviennent aussi des entrepreneurs. Euh, Ils deviennent des entrepreneurs. Alors, il y a un livre que je vous conseille de Andreas Malm, j'en ai parlé hier, qui est un économiste un peu hybride, sociologue aussi, historien en même temps de l'université de Lund, hein, qui a écrit un livre sur le capital fossile, sur en fait pourquoi la révolution industrielle a eu besoin d'une ressource énergétique nouvelle. Disons que au XVIIIe siècle encore, toute la production lainière de tissus, de vêtements, etc., elle se faisait essentiellement en zone rurale. On appelait ça les cottage industries. C'était hein, en partie ce système où les commerçants amènent la matière première et les métiers, l'outillage, et font travailler des paysans. Donc, ce sont des paysans qui sont en même temps un peu des prolétaires. Mais là où ça devient intéressant, c'est que, évidemment, il y a une sorte de mécanisation. Il y a des installations qui se professionnalisent, qui deviennent plus perfectionnées. Il y a une énergie disponible, l'énergie hydraulique. Elle est bon marché, elle est gratuite. Voilà. Mais le problème avec cette ressource énergétique, c'est qu'elle est partout, disponible, mais de façon variable. Ça dépend, les saisons. Bon, il faut des réservoirs, il faut de l'eau pour que les moulins soient alimentés, etc. Donc cette énergie-là, elle est gratuite, mais elle ne permet pas de développer des petites manufactures hein, de plus de, le maximum, c'est 50 ou 60 ouvriers. Or, si on a besoin de satisfaire hein, les besoins solvables, hein, s'il faut donc vendre plus de marchandises et encore plus de marchandises, ben, il faut peut-être aussi pouvoir augmenter les volumes de production. Et donc, il faut amener davantage d'ouvriers hein, qui travaillent plein temps. Et on ne les trouve pas en zone rurale. Et donc, les entrepreneurs, les premiers capitalistes hein, du secteur du textile, de la confection en Angleterre, ben, ils ont ce problème-là, c'est qu'ils ont
heu, ils ont besoin de main-d'œuvre et que la main-d'œuvre, il faut aller la chercher un peu à peu près partout, hein, et qu'effectivement, cette main-d'œuvre-là, ces ouvriers-là, ils négocient les tarifs à la hausse. Et puis ils sont insubordonnés, ils ne sont pas dociles, puis quand ils sont maltraités, ils s'en vont. Heu, Parce qu'on n'est plus dans le servage, ce sont des travailleurs salariés, payés à la pièce peut-être, mais salariés, hein. Et donc c'est là où une autre ressource énergétique intervient et explique en partie le développement fulgurant de la révolution industrielle en Angleterre. C'est la machine à vapeur. La machine à vapeur, elle fonctionne avec du bois, si on veut, mais enfin, on n'en a pas non plus tant que ça. Puis, le bois, il en faut aussi pour, construire des navires, pour se chauffer et cetera. Et puis si on on a besoin de pâturage, hein, pour, la laine, on n'a pas tant de forêt. Donc, le problème, c'est que voilà, la ressource énergétique fossile qui était le bois de chauffe, il y en avait pas tant que ça. C'était réglementé, très strict. On ne pouvait pas couper les arbres, déboiser comme ça à tout va. Donc on trouve le charbon. La première énergie fossile qui, en fait, est relativement onéreuse au niveau de l'extraction, hein, mais qui permet de relocaliser, si vous voulez, l'industrie dans les villes. Là où il y a beaucoup de vagabonds, là où il y a beaucoup de prolétaires qui sont dans le besoin de trouver un employeur, hein. Là où il y a, comme disait Marx, une armée de réserve. Et c'est cela qui permet de tirer complètement les salaires vers le bas, d'avoir des salaires, des rémunérations qui sont à peine au-dessus du niveau de subsistance. Et donc la révolution industrielle, au début fin du 18e, début du 19e siècle, elle a besoin d'énormément de bras. Alors bon, en Angleterre, la population, la croissance démographique était assez soutenue, mais en même temps, voilà, donc on a besoin de bras, donc on en fait venir d'ailleurs, d'Irlande notamment. Donc c'est les premières migrations laborieuses, en Europe. Après, il y en a d'autres aussi, notamment de la Flandre, où il y avait une surpopulation, relative, mais relativement dense, qui fait que beaucoup de Flamands, de paysans, sont allés travailler, d'abord dans le nord de la France, puis, en Wallonie, dans les régions industrialisées en Wallonie. Mais disons que voilà, la révolution industrielle se développe au 19e siècle et c'est un capitalisme donc industriel, avec la machine à vapeur, avec l'extraction du charbon, donc beaucoup de main-d'œuvre, donc des conditions de vie, de travail pénibles, des journées de 15 heures, hein, des semaines de 60 ou 70 heures, euh, le travail des enfants, enfin, ces horreurs-là qu'on peut quand même encore, enfin, je pense que ça a été enseigné, hein, ne serait-ce que ces années-ci, sinon auparavant, donc vous savez. Bon, ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est ce qui nous ramène vers, qui nous rapproche vers la période contemporaine, c'est que ce capitalisme industriel du 19e siècle, c'est d'abord un capitalisme familial. C'est un capitalisme familial, tant au niveau des charbonnages, au niveau de l'extraction des ressources énergétiques, qu'au niveau de l'industrie de fabrication des biens d'usage, comme au niveau du textile, mais il faut aussi, lorsqu'on développe des manufactures, des usines, hein, où il y a 1000, 2000, 3000 ouvriers qui travaillent, il faut aussi des installations, il faut aussi des bâtiments, il faut aussi voilà, des charpentes. Peut-être que le bois, il n'y en a pas assez, donc on va utiliser autre chose. Donc on commence à connaître aussi un secteur industriel qui va fabriquer des moyens de production. Voilà, qui va fabriquer, hein, les machines à vapeur, qui va fabriquer les installations des manufactures. Donc ce capitalisme familial, il fonctionne, il se développe, parce que le marché s'étend, hein, le marché des biens de consommation, le marché des biens d'équipement, le marché des moyens de production. Donc évidemment, il y a une profitabilité qui est assez élevée et forcément, disons, plus on fabrique et plus on vend, plus on a de bénéfices, donc on peut les réinvestir. Il faut dire que les capitalistes à l'époque, ils étaient peut-être assez austères encore, hein, c'était pas le bling bling comme on peut connaître aujourd'hui. Euh, donc on thésaurise, on réinvestit et puis on saute sur toutes les occasions, hein, pour se développer. Donc ce capitalisme familial va commencer à se développer et c'est ce qui va donner lieu à une dynamique de monopolisation, hein, de grandes entreprises, toujours à capital familial, mais qui deviennent, hein, qui vont devenir des monopoles ultérieurement. Alors, quelques exemples pour parler de cette époque-là. Je commencerai par Glasgow. J'y étais il n'y a pas longtemps à une conférence internationale de collègues.
J'aime beaucoup cette ville, hein, c'est une ville très intéressante sur le plan culturel, sur le plan historique aussi, sur le plan de l'histoire des luttes sociales. Bon, Glasgow, c'était un peu, à l'époque, c'était, ce qu'est la Chine aujourd'hui, hein. C'était l'usine du monde, hein. C'est à Glasgow qu'on fabriquait la moitié des locomotives qui ont roulé sur les premiers chemins de fer, sur les premiers rails en Europe, hein. C'est Glasgow où il y a, aussi une industrie navale, des chantiers navals qui, qui ont facilité évidemment, hein, le commerce international, heu et heu et donc c'est une ville qui a accueilli des centaines de milliers d'ouvriers migrants d'Irlande, hein, parce qu'il n'y avait pas tant d'Écossais que ça, hein. On avait besoin de main-d'œuvre, donc on les fait venir d'Irlande. Heu, c'est une ville où, par exemple, en ce qui concerne la fabrication de locomotives, bah, il y avait au moins une trentaine, hein, une vingtaine, une trentaine, je ne sais plus, de de sociétés familiales, mais qui, en 25 ans, fusionnent, en partie parce que les grands vont manger les petits. Les gros poissons prennent des parts de marché et chassent en quelque sorte les petits poissons qui ne peuvent pas survivre dans cette concurrence-là, parce que le capitalisme, c'est aussi, c'est pas seulement la propriété privée des moyens de production, c'est pas seulement voilà, les artisans qui cessent d'avoir des ressources propres, mais qui deviennent des ouvriers, des ouvriers qualifiés ou pas, ça c'est une autre question, mais c'est aussi une concurrence. Alors tant que le marché s'étend, c'est pas trop difficile, hein, ça va. Tant que le marché se développe, qu'il s'étend, ça va. Tout le monde y gagne. On peut même garder les mêmes parts de marché, mais le marché grandit, donc ça va. Mais dès qu'il y a quelque part, hein, un retournement de conjoncture, qu'il y a une contraction, on va dire, économique, hein, une récession, un ralentissement de la croissance, à ce moment-là, bah, évidemment, il y a ceux qui survivent et ceux qui ne survivent pas. Ceux qui ont, des problèmes de trésorerie, ceux qui ont voilà, qui ont des pertes, qui n'arrivent plus à écouler la marchandise parce que c'est quand même aussi cette concurrence intercapitaliste, c'est quand même aussi une lutte à mort. C'est-à-dire que, enfin, le marché, on va le clôturer, on va le protéger, on va éliminer les concurrents, on va les mettre, dans une situation de difficulté, on va essayer de les devancer, on va essayer d'avoir des accords, avec d'autres pour donc le marché se structure. Pour moi, le marché, c'est pas une réalité naturelle, c'est une institution, hein. Elle est encastrée socialement. Il y a disons des normes, des lois, il y a un encadrement forcément qui est toujours là, même si on se dit que c'est pas le cas ou que ça ne doit pas être le cas. En réalité, c'est toujours le cas. Mais disons que donc on a une dynamique déjà à Glasgow, au niveau des chantiers navals, au niveau de la fabrication des biens de transport comme les locomotives, il y a une concentration qui s'opère à la fin du 19e siècle. Je prends un autre exemple qui parle peut-être un peu plus, c'est l'usine River Rouge de Ford à Détroit, enfin à Dearborn. C'est pas loin de Détroit, c'est près des Grands Lacs, hein. Disons que la première industrie automobile aux États-Unis, c'était la côte Est. Mais là, ils étaient plutôt syndiqués, hein, d'origine allemande, suédoise, heu, pas encore italiens, mais des Irlandais certainement, heu et puis, disons avec, une certaine vigueur, notamment anarcho-syndicalistes, heu, donc ils n'étaient pas si, dociles que ça et donc Ford est parmi les premiers à se dire: «Bon, ben, il faut peut-être développer les usines ailleurs». Hein, et comme il y a les grands lacs, comme il y a les moyens de transport fluviaux, maritimes, comme il y a en plus, bah, des mines, de fer, il y a des mines de charbon, bah, peut-être qu'on peut tout faire ailleurs. Donc l'industrie automobile va se développer autour des grands lacs, entre Chicago, Détroit, Cleveland, donc au milieu des États-Unis. La main-d'œuvre, ils vont la faire venir d'ailleurs. Bon, certes, il y a des ruraux qui quittent leurs terres, hein, parce qu'on ne peut plus, survivre, mais il y a aussi beaucoup de travailleurs qui viennent des États du Sud, qui sont les descendants des esclaves, des Afro-Américains, hein, et qui vont trouver un emploi, dans, une ville comme, Détroit, dans l'industrie automobile. Bah, Chicago aussi, hein. Chicago, c'est une ville qui a brûlé, je pense que c'est à la fin du 19e siècle, c'est 1895 ou quelque chose comme ça, mais elle a complètement brûlé. C'était une ville fabriquée avec des maisons de bois. Il a fallu la reconstruire. Pour la reconstruire, le secteur du bâtiment, évidemment, et puis bon, pour reconstruire, on va faire quelque chose d'impressionnant.
les Américains, n'est-ce pas? C'est aussi le rêve américain, faut en mettre plein les yeux. Donc voilà, les premiers gratte-ciel, les premiers buildings avec une armature en fer se développent aussi. Et donc, il y a tout un marché autour de ça, hein. Euh, et l'industrie automobile, bah, elle se développe réellement comme bien de consommation euh, relativement massif à partir, on va dire, de la Première Guerre mondiale. Donc, à la Première Guerre mondiale, donc 1915-1918. Et donc, cette usine Rive Rouge, c'est une usine, vous ne pouvez pas vous imaginer, elle est d'une taille immense, hein. C'est 8 km carrés, c'est-à-dire le double d'XL, je crois. Si, enfin, j'ai vérifié en vitesse. Je crois qu'XL, c'est 4 km carrés. Donc, c'est le double, hein. C'est une usine où il y a une aciérie, où il y a une centrale électrique, où il y a 160 km de chemin de fer. Évidemment, Ford, c'est aussi celui qui invente, oui et non, mais qui va transférer à la fabrication d'automobiles le convoyeur. Le convoyeur existait déjà dans les abattoirs à Chicago, pour débiter la viande, etc., enfin les animaux, pour les dépecer et puis en faire des beefsteaks. Bon, on avait inventé, hein, ce rail et on accrochait les bêtes, et puis bon, chacun avait sa tâche, hein, ses activités spécialisées. Donc déjà, il y avait une sorte de division du travail, hein, très parcellisée. Mais il comprend l'intérêt de ce convoyeur, parce qu'auparavant, la voiture, on l'assemblait au comment? Ben, la voiture, chacun faisait, hein, certaines choses, et la voiture restait sur place. Et on amenait les pièces et on faisait peut-être, hein, comme ça, 50 ou 80 ou 100 voitures par jour. Une fois qu'on installe le convoyeur, hein, c'est les ouvriers qui restent sur place, au lieu de faire 10 mètres, 5 mètres, d'acheminer des pièces et des composants. C'est en fait la voiture qui s'assemble progressivement et qui fait tout un cycle qui peut faire 3 ou 4 kilomètres. Et donc l'usine peut se développer en taille, devenir une usine où on va, voilà, tous les jours, il y a 500, 600, 700 voitures qui sortent des chaînes d'assemblage. Donc Rive Rouge, voilà, c'est une usine où il y a plus de 120 000 ouvriers. Il faut s'imaginer ce que c'est. C'est comme une ville. Bon, euh, forcément, ça crée tôt ou tard de la solidarité, hein. Donc c'est aussi la puissance du nombre, c'est aussi une puissance, hein, de mobilisation, de négociation. Donc c'est aussi un rapport de force qui peut s'instaurer de cette manière-là. Il faut quand même, hein, j'aime bien le rappeler, voilà, la Commune de Paris, pour ceux qui connaissent, voilà, c'est une sorte d'insurrection populaire en 1870-71, 71, qui a mobilisé le peuple ouvrier, petit artisan et ouvrier de Paris. Bah, il n'y avait pas de grande usine à l'époque, hein. Peut-être les manufactures ou les arsenaux, mais sinon, c'était que des petites entreprises, hein, à Paris. Euh, les syndicalistes de cette époque-là, ils craignaient quoi? Les grandes usines. Ils craignaient les grandes entreprises. Là, on va jamais pouvoir organiser, on va jamais pouvoir convaincre, on va jamais pouvoir organiser une grève et mobiliser les ouvriers, puisque tout le monde est quelque part anonyme, on ne se connaît pas, et puis voilà, soumis à un ordre despotique, autoritaire, avec des contremaîtres qui sont souvent des anciens militaires, etc. Donc, impossible de faire du syndicalisme là-dedans. Ben non, eh ben non, hein. Dès les années 20, les années 30, les premiers noyaux syndicaux s'organisent dans des usines comme celle de Ford à, aux États-Unis, et commencent, c'est un travail clandestin, il y a beaucoup de répression, etc. Mais ce qui aide aussi, disons, le syndicalisme dans l'automobile à cette époque-là, c'est, disons, euh, pour partie le rêve américain. C'est-à-dire que si on est mal payé, on va trouver un autre employeur, hein. Voilà. On ira voir plus loin à l'ouest s'il n'y a pas mieux. Voilà. Et peut-être qu'on va pouvoir s'acheter un lopin de terre et on va pouvoir s'enrichir comme ça, ou on va pouvoir exercer un autre métier dans une autre ville. Donc il y a beaucoup de turnover, hein. Les ouvriers ne restent pas. Il y a un turnover phénoménal. On peut dire que c'est 50 ou 60%, hein, qui partent dans l'année. Donc, dans une usine où il y a 120 000 ouvriers, vous imaginez, voilà, c'est 60 000 qui partent. Donc, en fait, pour l'entreprise, c'est un problème. Parce que ça veut dire que quelque part, ils doivent gérer des flux qui vont jusqu'à 180 000, hein, ouvriers. Ça fait du monde.
hein. Ça coûte de l'argent, les recruter, les former un petit peu, même si c'est un travail qui est un peu abrutissant, répétitif, etc. Il faut quand même du temps avant qu'ils soient plus ou moins, hein, productifs. Donc, Ford, c'est aussi celui qui comprend qu'il y a un problème avec cette taille et qu'il faut peut-être les discipliner et qu'il faut peut-être aussi les corrompre moralement ou en tout cas les rendre beaucoup plus dociles ou faire en sorte qu'ils adhèrent à leur travail, hein. Et donc c'est celui qui va appeler les sociologues, et va leur dire: «Faites-moi une enquête, qu'est-ce que je peux faire pour que mes ouvriers restent, à l'usine?» Hein, d'abord qu'ils viennent le lundi, parce que l'absentéisme le lundi, il y en avait beaucoup, hein. Donc ils se présentent lundi à l'embauche, enfin à l'entrée de l'usine et qu'ils restent jusqu'au vendredi et puis surtout qu'ils restent dans l'année, quoi. Bon, et donc les sociologues, heu, on retrouve ça dans les textes de Gramsci sur américanisme et Fordisme, bah, ils lui disent: «Bah, peut-être qu'il faut les payer plus». Ah bah oui, bon, d'accord, donc c'est la journée de 5 $. Hein. Et puis, ces sociologues, ils font aussi une enquête dans les familles et ils se rendent compte qu'en fait, les plus dociles, les plus disciplinés, les plus réguliers au travail, c'est ceux qui sont mariés. Donc, ils vont pas boire leur salaire, hein, ils vont pas le jouer aux cartes ou autrement, ils vont pas gaspiller leur salaire. Ils vont, bah, c'est leur épouse qui fait la comptabilité, hein, et donc quelque part, bah, oui, il faut aussi, fonder une famille et peut-être qu'après, avec un peu de crédit, on peut acheter quelque chose, un crédit, une voiture, voire une maison. Donc voilà, le Fordisme, tel que Ford le développe, c'est en fait un dispositif, managérial, à la fois autoritaire, très répressif, parce que Ford a quand même tiré la mitrailleuse sur les grévistes, il ne faut pas l'oublier, hein, mais c'est aussi un dispositif, on va dire, d'intégration, de domestication, de ces ouvriers-là, notamment en, mensualisant. Bah, d'abord, c'est un salaire à la semaine, donc au lieu d'être payé au jour le jour, évidemment, le soir, ben, on boit son salaire, hein, on ne va pas le mettre de côté, on ne va pas commencer à épargner. Bah, quand vous payez les ouvriers à la semaine ou au mois, bah, il y a un budget familial qui peut hein, s'élaborer, qui peut faire en sorte que ces ouvriers s'assagissent, hein, deviennent un peu plus à la fois réguliers au travail, disciplinés, rigoureux, etc. Évidemment, ça ne les a pas empêchés de se syndiquer et de revendiquer quoi? Une réduction du temps de travail, des hausses de salaire, des meilleures conditions de travail. Mais en tout cas, voilà, la grande usine de Ford, c'est quand même un peu un modèle, hein. Hem, je pourrais parler d'un autre cas de figure. Soyons, un peu régionalistes ou belges, voilà, la sidérurgie en Belgique. La grande entreprise, de Cockerill, dans la sidérurgie, c'est aussi une histoire assez intéressante parce que la sidérurgie, bah, fabrique des produits semi-finis, hein. Hem, Auparavant, voilà, la tour Eiffel a été construite en fonte, hein. La fonte, c'est pas le même produit que l'acier. La fonte, elle est solide, mais se casse, hein. L'acier, on peut, voilà, il est plus souple, plus résistant, plus résilient, hein, pour utiliser ce terme-là et c'est un produit qui, quelque part, bon, demande aussi un autre process de fabrication, mais ça reste un produit, un bien d'équipement, hein. Et c'est pas un produit fini, c'est pas, voilà, c'est pas un machine-outil, c'est la matière pour faire des machines-outils. Donc finalement, les marges, de bénéfices, de profit sont pas si élevées que ça. Donc Cockerill, qui s'est établi à Liège, hein, il y a plusieurs hauts fourneaux, il pour se développer, pour se consolider, commercialement, en tant qu'entreprise, va se s'organiser dans le réseau, en amont et en aval. C'est-à-dire en amont, va acquérir des charbonnages, va acquérir, hein, des mines de fer, notamment au Luxembourg et en Lorraine. Comme ça, on a les matières premières, hein. Heu et puis en aval, peut-être que ça vaut la peine de faire de fabriquer des navires. Donc il y aura un chantier naval, Cockerill, à Anvers, par exemple. On va fabriquer des produits qui sont à haute valeur ajoutée, hein, de l'acier galvanisé, hein, des produits qu'on peut vendre avec davantage de bénéfices. Donc, voilà, la grande entreprise, dans certains secteurs, pour continuer à se développer, elle a besoin de s'étendre, de devenir un trust, hein. C'est-à-dire ne pas se spécialiser dans un seul produit, mais d'avoir un portfolio, toute une gamme de produits,
certains qui rapportent plus, d'autres qui rapportent moins, mais c'est quand même le contrôle du marché qui est important. Euh, Ce qui caractérise ce capitalisme qui n'est plus un capitalisme familial, qu'il est en partie encore, hein, la famille Peugeot, bah, elle existe encore, hein, pour dire, mais c'est quand même les besoins de crédit. Il faut des ressources financières, hein. On va s'agrandir, se développer, avoir des succursales, des filiales, avoir des usines plus grandes, de plus en plus grandes. On va avoir accès aux matières premières. Les colonies, elles aident bien sûr, mais à un moment donné, il faut aussi du crédit. Il faut aussi, hein, donc emprunter, hein. Donc, au lieu d'avoir ce capital familial où on a des titres, des actions, hein, qu'on peut vendre comme ça à d'autres familles bourgeoises, hein, avec les uns et les autres bah, possèdent des titres, des actions, hein, qui leur permettent d'avoir des parts dans telle ou telle société, d'avoir peut-être même voix au chapitre lors d'une assemblée générale des actionnaires, hein, mais ça ne suffit pas. Et donc, on voit que ce capitalisme qui n'est plus familial, mais qui est devenu quasiment un capitalisme de monopole, ben, il a besoin de ressources financières que les banques vont lui fournir. Et donc, on voit émerger des nouvelles figures, on va dire, du capitalisme, hein, avec les holdings, par exemple. En Belgique, on a été à l'avant-garde, hein, de ce système-là, c'est-à-dire c'est un système de financement où, quelque part, la banque, ben, elle prête, euh, elle fait crédit, mais là-dessus, évidemment, elle peut gagner aussi de l'argent, hein. Et donc, la Société Générale en Belgique, elle a à un moment donné, elle a su avoir voilà, une représentation dans la plupart des sociétés du secteur industriel, manufacturier, en Wallonie, dans le Hainaut, à Liège, à Bruxelles. Enfin, la Société Générale, elle était, elle, surtout basée à Bruxelles. Donc, ce capitalisme des monopoles, monopolistique, ben, il va aussi favoriser l'essor d'un capital financier. Je vous proposais, je pense l'avoir dit, voilà, après, je vais m'arrêter dans un quart d'heure, on prend 10 minutes, un quart d'heure d'échange s'il y a des questions, hein, et puis je reprends après. Je pensais faire une pause, mais je crois que ce serait un peu périlleux. Je pense qu'après, bah, certains vont revenir, d'autres non. Puis, donc, vaut mieux continuer et s'arrêter peut-être un peu plus tôt, vers 8h moins 10, hein, et puis avoir un deuxième temps d'échange à ce moment-là. Mais donc, voilà, pour résumer, pour clôturer cette première partie, on est passé du capitalisme familial au capitalisme des grandes entreprises, des monopoles, hein. Euh, Évidemment, les monopoles, à un moment donné, ils ont aussi leurs limites. C'est-à-dire que le marché est saturé, hein, le marché national est saturé. On peut essayer d'exporter, mais si chacun essaie d'exporter, ben forcément, il y a une concurrence qui se fait entre monopoles nationaux, hein. Donc, il y a des tensions, comme aujourd'hui on peut en connaître entre la Chine et les États-Unis. Il y a des tensions géopolitiques, hein, et des tensions entre ces nations capitalistes qui sont aussi des empires, qui ont aussi des colonies, hein. Donc, évidemment, l'Angleterre, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni ben, était la première puissance économique à ce moment-là, fin du 19e siècle. Euh, L'Allemagne n'avait pas beaucoup de colonies, mais elle a réussi à en avoir un petit peu. La Belgique, on avait bien sûr d'abord un titre privé pour le roi, puis après pour l'État belge. La Belgique était dans le top 5 des nations les plus industrialisées à l'époque, hein. C'était quand même une vraie puissance économique. Bon, la France avait ses colonies, mais elle n'était pas très développée sur le plan industriel. Et donc, la Première Guerre mondiale, c'est un peu voilà, le résultat de ces tensions intercapitalistes, hein, interimpérialiste, hein, d'une guerre qui va se jouer en Europe, parce que voilà, dans les colonies, il n'y avait pas forcément les litiges qui pouvaient se régler directement, même si ça s'est fait en partie, hein. C'est en Europe que l'Allemagne, qui est une nation, enfin un État récent, hein, l'Allemagne s'est unifiée très tardivement, en 1860, si je me souviens bien, grâce à Bismarck. Bon, avant, c'était très, très fragmenté. Euh, donc, c'est une puissance industrielle montante qui a besoin davantage d'espace et davantage de marchés. Donc, les marchés, il faut les conquérir et parfois, il faut les conquérir les armes à la main. Et donc, la Première Guerre mondiale, c'est un peu le résultat de cette crise que le capitalisme a connue à la fin du 19e siècle. Donc, la grande entreprise, euh, elle continue
sur sa lancée, hein, parce que les années 20, les années 30, on continue à voir que les grandes entreprises grandissent et qu'il y a encore ces fusions, ces acquisitions, qu'il y a une sorte de concentration du capital de plus en plus forte, hein. Mais il y a aussi cette crise de 29, il y a aussi un problème, hein, au niveau de il faut écouler la production, il faut pouvoir vendre tout cela. Et il y a donc une crise de surproduction, une crise financière aussi, les deux se rencontrent, se renforcent, hein, pour résumer. Et quelque part, il y a un hiatus, il y a un problème, hein, qui n'est toujours pas résolu. C'est-à-dire que le capitalisme des monopoles fait face à un problème, une crise de surproduction. Euh, c'est un peu sa dynamique interne qui le conduit, hein, dans cette situation-là. Disons qu'après, on a la Seconde Guerre mondiale. Évidemment, ça relance toute la machine, hein. Je lisais dans le cadre d'une conférence que j'avais faite sur la crise économique et la pandémie, je lisais une étude du FMI, c'est une petite parenthèse que j'ai faite, mais je pense qu'elle a du sens. C'est une étude du FMI, il comparait sur la longue durée les effets d'une pandémie, hein, sur le plan économique et les effets d'une crise économique, hein. Donc, pardon, les effets d'une guerre et les effets d'une pandémie. Voilà. Et ils ont observé que, quelque part, une guerre, c'est pas. Certes, ça coûte des vies, c'est dramatique, mais une guerre, ça permet de relancer la machine. Il faut tout reconstruire. Voilà. Alors qu'une pandémie, ça met l'économie à l'arrêt, il n'y a plus de profit. Certains, ils vont faire faillite, d'autres, ils ont des liquidités, ils peuvent survivre. Mais après la pandémie, tout est là. Il faut rien reconstruire, hein. Donc, ça a un effet, disons, euh, récessif, ou ça a un impact négatif sur la conjoncture pendant 10, 15, 20 ans. Ça se ressent beaucoup plus. Une guerre où tout est détruit, il faut tout reconstruire. Quelque part, on peut faire fonctionner l'économie, l'industrie, etc. Et donc, après la Seconde Guerre mondiale, on a quelque part la guerre qui a résolu le problème des années 30. Voilà. Il faut reconstruire des habitations, il faut reconstruire un appareil productif. Et à la sortie de la guerre, on fait fonctionner la planche à billets, le crédit, le plan Marshall. Donc on injecte des liquidités en masse, mais c'est pas grave. La croissance économique va de toute façon permettre d'amortir tout ça, de rembourser tout ça aussi. Et donc pendant 40, de 45 à 55, hein, on a tout un boom économique, hein, jusqu'à la fin des années 50, surtout dans des pays comme, disons, la Belgique, l'Angleterre, etc., qui n'avaient pas trop souffert de destruction. Et donc l'appareil productif, il a pu prendre le relais. Et c'est en fait, c'est la sidérurgie belge, wallonne, qui a reconstruit l'appareil productif des pays voisins. Dans d'autres pays comme l'Allemagne, où tout était bombardé, il fallait commencer à zéro. Et là, évidemment, quand on recommence à zéro, on met un peu plus de temps, mais en même temps, on est mieux équipé, on est plus moderne, hein. Donc déjà, dans les années 60, bon, les produits qu'il fallait écouler, on a pu les écouler avec la société de consommation, les biens de consommation de masse, hein, la voiture, euh, l'électroménager, l'accès à la propriété, hein, tous les équipements d'un côté, puis aussi quand même des équipements collectifs, des services publics. Donc il y a tout un boom économique qu'on a connu, mais qui va à un moment donné commencer à se fissurer, à subir des problèmes, des crises, on va dire des éléments une dynamique de crise interne. Voilà, je fais maintenant une petite pause où je vous permets de, voilà, poser des questions, de réagir. On peut prendre 10 minutes, ça dépend évidemment. Et après, je poursuis sur l'émergence, on va dire, la crise de la grande entreprise et l'émergence du modèle flexible et libéral, et néolibéral. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, sinon, je continue, hein. Ah, oui, allez-y. Je vous passe le micro. J'ai parlé de vous avez on m'entend tous?
Vous avez parlé donc de la main-d'œuvre, notamment urbaine, des vagabonds, etc. Mais il y avait quand même un élément essentiel, notamment en Angleterre, qui était l'expropriation de la terre et la création justement d'une main-d'œuvre de réserve expropriée des terres, et notamment des terres communes, des commons, etc. Donc, si vous pouviez parler aussi un peu plus du côté des travailleurs, pas juste du côté du capital, mais comment on arrive à avoir cette masse de travail qui devient disponible pour le capital et pour l'industrie. Merci. Oui, donc c'était une question sur d'où viennent ces ouvriers qui ont commencé à s'entasser dans les villes, hein, qu'on peut retrouver chez Charles Dickens et d'autres écrivains qui décrivent la vie des vagabonds, la surpopulation dans des villes comme Manchester ou Londres. Ben, surtout, ce sont des anciens ruraux, hein, qui ont perdu leurs ressources de vie. C'est-à-dire que en Angleterre, beaucoup de terres étaient des terres communes. Les terres communes, hein, il y avait les forêts, mais aussi les terres arables, cultivables, qui étaient des terres communes. Et on travaillait parfois sur les terres du seigneur, où, lorsqu'il fallait travailler pour les terres pour le seigneur, on était payé. Mais sinon, les terres étaient communes. Mais pas toutes. Il y avait les pâturages. Et donc, une rente foncière. Donc, l'importance pour l'aristocratie, pour la noblesse anglaise, c'était d'être partie prenante de ce capitalisme marchand. Comment? En prenant possession de terres qui devenaient des pâturages pour les moutons et pour la production lainière, comme ressource première, comme matière première de l'industrie lainière. Et donc, comme cette économie se développait beaucoup, et que les pâturages s'étendaient, il y avait de moins en moins de terres cultivables, arables, à la disposition des paysans. Ce qui d'ailleurs a provoqué une crise en partie alimentaire. Donc il fallait des ressources de calories, et en partie la colonisation, euh, euh, notamment des Antilles, les plantations de sucre, se sont développées à partir de là. C'est-à-dire qu'on on avait besoin de ressources énergétiques pour nourrir les travailleurs dans les usines, et les pommes de terre, ça ne suffisait pas. Donc, on avait besoin de sucre à canne, de produits calorifiques ou produits de calories comme ressources alimentaires, parce que l'agriculture anglaise était insuffisante, n'arrivait pas à subvenir suffisamment aux besoins de la population, à la fois urbaine et rurale. Voilà. Pour répondre, donc, les enclosures dont parle Marx, c'est de mettre des clôtures sur les terres communes et dire, voilà, à partir d'ici, ce sont des pâturages qui appartiennent à tel et tel seigneur, qui sont souvent aussi des parties prenantes de commerce, de laine, et donc, quelque part aussi des bourgeois en devenir, des industriels en devenir. Il me semble que tu n'as pas assez souligné le rôle quand même important des colonies, à la fois dans le développement du capital, à la fois en matière de ressources matérielles, mais aussi de ressources humaines, et dans les participations aux guerres. Oui, mais justement, ce que je venais de dire ici sur les enclosures et sur les communs, c'est que la colonisation britannique, elle a été propulsée, elle a été poussée, elle s'est développée justement parce qu'il y avait une crise de ressources énergétiques, de ressources alimentaires, qui, elle, était liée au développement de pâturage et de production de laine. Et donc, c'est ça qui a favorisé les plantations de canne à sucre en Jamaïque, dans les Antilles britanniques. Et plus tardivement, il y a aussi les premières plantations en Amérique du Nord, c'était plutôt du tabac, en Virginie. Plus tard, ce sera le coton. Hein. Euh, donc aussi une certaine concurrence, on va dire, avec l'Empire britannique qui avait accès au coton, mais à partir de l'Inde. Donc c'est clair que le développement du capitalisme, il a requis aussi une accumulation primitive du capital qui s'est faite à la périphérie, qui s'est faite par la colonisation. Non seulement la colonisation comme possibilité d'extraire des richesses d'autres pays, mais aussi la colonisation comme réservoir de main-d'œuvre. Donc la traite négrière, la traite d'esclaves, elle s'est développée aussi en lien avec le capitalisme. Donc ça veut dire que quelque part, ce n'est pas un héritage du Moyen Âge, mais que c'est quelque part consubstantiel,
que c'est intimement lié au développement du capitalisme. Bon, par exemple, la colonisation d'Amérique du Sud pour l'Espagne et le Portugal, c'était évidemment, la première raison, c'était d'avoir un accès direct aux ressources marchandes de la soie, donc de faire la route autrement, de ne pas devoir passer par la Méditerranée, où c'était soit l'Empire ottoman, soit les républiques capitalistes de Venise et de Gênes. Donc d'avoir une route directe vers l'Asie, vers les Indes. Et évidemment, ils sont tombés sur un autre continent qui a permis aussi, à ce moment-là, le développement, mais pas tant du capitalisme, parce que l'Espagne et le Portugal étaient plutôt en retard. Ils avaient tellement d'or qu'ils pouvaient s'acheter toutes les armées et avoir des armées, les armées les plus puissantes en Europe, et donc de mener une guerre avec l'Empire britannique, avec la France aussi, mais quelque part, ça les a pénalisés, on va dire, dans la dynamique interne qui allait vers le capitalisme, puisque c'était avant tout des colonies de peuplement ou des colonies pour des ressources alimentaires et puis pour des ressources aurifères. Voilà. Donc, je pense, voilà, ça corrige un petit peu le tir. Mais tu as raison, je suis d'accord avec toi. C'est quelque chose qu'on oublie trop souvent, c'est que quelque part, le développement du capitalisme est aussi à l'origine d'une colonisation et aussi d'une racisation de l'humanité. Donc, il y a une racialisation qui s'est faite à ce moment-là. Oui, Francine. Oui, je voulais juste dire qu'à propos de cette question-là, un ouvrage que personnellement j'ai trouvé très intéressant, c'est Kenneth Pomeranz qui a écrit un bouquin sur la grande divergence. Donc, pourquoi l'Angleterre a-t-elle fait mieux que la Chine? Et en fait, il explique ça, cet auteur, par la question des terres disponibles. En fait, les terres disponibles pour l'industrialisation. Donc, notamment, un des grands problèmes de l'Angleterre, c'est la pénurie de bois qu'elle connaît à l'époque et qui va la pousser à effectivement résoudre le problème de l'exlore, donc de l'inondation des mines et donc de trouver en fait ces ressources énergétiques dans le sol grâce à la machine à vapeur, mais c'est dès 1720. Et le deuxième facteur sur lequel il insiste beaucoup, c'est le fait de posséder des colonies, ce que la Chine effectivement n'avait pas, qui permettra aussi d'économiser des terres disponibles en prenant les matières premières dans ces colonies. Et donc, il montre que si l'industrialisation en Angleterre avait dû être faite sur base des terres disponibles anglaises, elle aurait très clairement été impossible. Il aurait fallu 9000, mes chiffres sont peut-être débiles, j'ai toujours eu des problèmes avec les hectares, mais il aurait fallu 3 fois la superficie de forêt qui existait en Angleterre pour obtenir l'énergie que produit le charbon, et idem par rapport aux plantations, il aurait fallu le triple, le quadruple de terre pour élever des moutons. Donc, donc voilà. Donc c'est vraiment les deux facteurs décisifs, un facteur qui finalement ramène, je trouve que c'est vraiment très pertinent comme analyse parce que ça ramène aussi à une question fondamentale aujourd'hui, qui est celle des limites en fait de la croissance. Que jusqu'à présent, le capitalisme s'est développé en s'étendant toujours, y compris dans le monde, le phénomène de la colonisation, et qu'aujourd'hui, il a investi toute la planète, toutes les ressources, et que donc aujourd'hui, ce système est effectivement voué à être... à dépérir ou à nous dépérir. Ou à nous détruire. Et voilà. Merci. Ouais. Oui, une dernière. Vous avez parlé du capitalisme familial qui devient capitalisme de monopole. Et puis, vous avez dit aussi quelque chose à propos des crédits, la demande de crédit qui se développe. Est-ce que vous pouvez juste revenir là-dessus? Je n'ai pas bien compris si c'est une troisième phase par après ou si ça fait partie de la phase où les capitalismes familial deviennent capitalisme monopole. Ça fait plutôt partie de cette phase-là. C'est-à-dire que disons, il faut des profits
en suffisance, hein. Il faut des profits suffisamment élevés, une partie de ces profits sont réinvestis. Bon, il y a des économies d'échelle qui se font, donc il y a des tailles qui grandissent, les entreprises, les usines deviennent de plus en plus grandes, mais les volumes, il faut aussi les écouler, ce qui nous ramène un peu à la crise de surproduction, disons, à la Première Guerre mondiale, les conflits intercapitalistes qui deviennent des conflits géopolitiques et militaires, mais toujours est-il que c'est vrai que la finance, elle gagne, hein, en force, en puissance, à partir de la seconde moitié du 19e siècle, et surtout à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. C'est-à-dire que là, les banques, c'est pas seulement pour voilà, prêter un système de crédit, on va dire, qui permet de faire la soudure ou qui permet de développer ou de s'agrandir plus vite, mais c'est vraiment, hein, des sociétés financières, hein, avec des portefeuilles d'investissement, des sociétés qui vont, elles aussi, capter une partie, on va dire, des richesses des catégories les plus nanties, les plus riches, hein, qui les orientent vers des investissements qui sont rentables, hein, qui sont juteux, entre guillemets, et qui, à ce moment-là, prennent des parts dans des sociétés, dans les grandes sociétés, les grandes entreprises du secteur industriel, hein. Et donc ça, on le voit avec la sidérurgie, on le voit aussi au niveau d'autres secteurs, disons des biens de consommation durable ou des biens d'équipement ou de fabrication des moyens de production. Il y a un besoin de crédit, hein. Mais comme le marché s'étend encore, ça va, on peut rembourser, mais évidemment, en période de récession, en période de ralentissement de la croissance, bon là, évidemment, les taux vont augmenter ou certains n'ont plus les revenus, n'ont plus les rentrées financières nécessaires pour pouvoir rembourser, hein, ces crédits, et donc vont faire faillite. À ce moment-là, on peut les acheter à bon prix, ce qui amplifie, on va dire, le mouvement de centralisation, de concentration de capitaux, et ce qui fait que quelque part, dans la plupart des secteurs, on va dire fin du 19e, début du 20e siècle, on commence à avoir des monopoles ou des quasi-monopoles, mais aussi une législation antitrust, parce qu'évidemment, quand on a un monopole, bah, on peut déterminer le prix aussi. On a aussi des rentes de marché, on est aussi le plus fort, donc on détermine, on fixe le prix. Donc ça, évidemment, là, s'il n'y a plus de concurrence intercapitaliste, il y a un problème aussi. Donc souvent, on va dire, c'est notamment le cas aux États-Unis, il y a une réglementation qui limite un petit peu, hein, cette dynamique de centralisation et de concentration pour éviter les trusts, où c'est une société qui contrôle la totalité, hein, du secteur, hein. OK, je continue. Voilà. Alors la crise de la grande entreprise, bah, elle commence un petit peu par une crise du travail. Voilà, c'est un livre que je conseille, qui sera réédité d'ici peu, que je conseille. C'est un document historique, hein. Il y a beaucoup de choses qui ne sont plus vraiment actuelles, mais enfin, il y a une étude historique qui est très intéressante parce que cet auteur, bah, il a cette qualité de mettre en rapport, on va dire, une analyse du travail avec une analyse du capital, hein, de ne pas dissocier les deux, d'avoir une analyse socio-historique aussi à la fois des dynamiques, des contradictions internes du système capitaliste, mais aussi du facteur travail, de comment ce facteur-là, il intervient dans cette dynamique. Alors, comment est-ce que cette dynamique, par quoi cela se traduit-il dans les années 60 et 70, mais surtout déjà dans les années 60? Ben, tout simplement, pour commencer, on a du quasi plein emploi, certes masculin, mais on a du quasi plein emploi en Europe, hein. Donc, ça veut dire qu'on a un chômage de friction, c'est le temps qu'il faut pour passer d'un job à l'autre, mais on trouve toujours employeur, hein. Donc, il n'y a pas beaucoup de chômeurs, et tout le monde peut toujours, à ce moment-là, se dire bah, je peux être mieux payé ailleurs. Donc, il y a un turnover dans pas mal de pays, et aussi dans des pays comme l'Allemagne, Scandinavie, en France, en Belgique aussi, à partir des années 60, même s'il y a eu 60-61 en Belgique, c'est un peu une date atypique pour ce qui concerne cette période, hein, une grève générale avec sa dynamique un peu insurrectionnelle en Wallonie. C'est aussi parce que l'économie wallonne, elle souffrait déjà à ce moment-là, on va dire, des limites de l'industrialisation monopolistique, on va dire. Bon, toujours est-il que dans les pays comme l'Allemagne, la Scandinavie, en Angleterre aussi, vous avez une sorte de vigueur ouvrière, de travailleurs, qui ne se laisse plus faire. Voilà.
Il y a des grèves sauvages, il y a des arrêts de travail, on demande des augmentations de salaire, on les obtient, on veut d'autres conditions de travail, on veut être mieux traité, ce travail ne nous intéresse pas. Le taylorisme, je reviendrai dessus lorsque je parlerai du modèle japonais, ça signifie quand même un travail répétitif, abrutissant ou absolument ennuyant. Donc, voilà, donc il y a une sorte de crise des relations de travail. On peut trouver dans la littérature de la sociologie de l'époque toute une série d'enquêtes où on observe que finalement, les ouvriers, et il y en a encore beaucoup, se laissent plus faire. Et tiens, il y a aussi le secteur du tertiaire où c'est le cas. Les ouvrières, les employées sont elles aussi beaucoup plus, disons, insolentes et insubordonnées. Donc, disons que dans cette grande entreprise, qui est un peu la norme de l'époque, il y a des problèmes. Il y a des problèmes au niveau des relations sociales, on va dire. Et aux États-Unis notamment, on a des sociologues, des psychosociologues ou des psychologues et des sociologues ensemble qui font des enquêtes et qui observent que dans cette grande entreprise, en fait, cette grande structure, cette grande organisation, il y a beaucoup de problèmes de fonctionnement, de dysfonctionnement. Il y a une perte d'efficacité. Finalement, on commence à se dire, à l'inverse de Max Weber, l'historien juriste dont je vous parlais tout à l'heure, qui lui, il parle de la bureaucratie et de l'organisation rationnelle, légale, comme quelque chose d'efficace. C'est-à-dire pour l'appareil d'État, c'est efficace. Pour les grandes structures, c'est efficace. Quelque part, c'est rationnel. Au lieu d'avoir une domination charismatique, le chef charismatique, l'entrepreneur charismatique, ou une domination traditionnelle, c'est-à-dire c'est le fils de la famille Peugeot qui prend le relais, Agnelli pour Fiat en Italie, par exemple. Donc, voilà, vous avez des entrepreneurs qui ont ces caractéristiques d'être à la fois des figures charismatiques et d'incarner une tradition familiale. Bon, ça existe, mais pour Max Weber, qui était quand même assez lucide, il se rend compte que pour l'appareil d'État, mais aussi pour les grandes entreprises, finalement, il faut une domination légale rationnelle, c'est-à-dire il faut des règles et chacun suit les règles, les procédures, parce que sinon on ne s'en sort pas. On ne va pas négocier, renégocier toutes les règles tout le temps, tous les jours. Il faut que ça soit clair, il y ait des repères, c'est structuré. Sinon, peut-être que c'est lent, mais c'est efficace. Donc Max Weber, et donc la plupart des sociologues, se disent un peu qu'effectivement, la bureaucratie, c'est lent, il y a beaucoup d'inertie, mais c'est efficace. Et les premiers sociologues qui commencent à douter de ça, c'est notamment un Français qui s'appelle Michel Crozier, mais enfin, il a beaucoup lu ses collègues nord-américains, commencent à se dire que c'est peut-être pas toujours le cas, que la grande structure, la grande organisation, la grande entreprise, il y a beaucoup de dysfonctionnements, il y a beaucoup de gâchis, beaucoup de pertes d'informations, le système de commandement hiérarchique, ça crée beaucoup de conformisme, et donc beaucoup d'inertie, et finalement, c'est contraire à l'innovation, à la modernisation, au dynamisme, etc. Donc, on a par exemple Peter Drucker qui, oula, la tablette bouge là, qui développe une vision où, au lieu d'avoir cette structure top-down, cette structure hiérarchique du haut vers le bas, où les consignes sont appliquées à la lettre, avec quelques marges, mais très peu, où on fait semblant de les appliquer, mais donc il s'est dit il faut davantage d'implication. Donc Peter Drucker développe la direction par objectif, le management par des objectifs. En France, on va appliquer, à partir de la fin des années 60, la direction participative par objectif. Donc, il y a une sorte de volonté de réformer l'entreprise, de réorganiser l'entreprise. D'ailleurs, je suis tombé sur ce petit opus, La réforme de l'entreprise. Ça date de 75. Il y a toute une ribambelle d'économistes, de juristes qui ont participé à des tables rondes. Il y a aussi des sociologues, évidemment, il y en a toujours. Il y a aussi quelques syndicalistes. Et donc, ils discutent de la réforme nécessaire de la grande entreprise. Et le premier problème discuté, c'est que l'entreprise est trop grande. Voilà. C'est problématique. Lorsque c'est trop grand, c'est problématique. Small is beautiful. Plus c'est petit, mieux c'est. Donc, il faut rapetisser, fragmenter, couper en morceaux. Il faut des petites unités opérationnelles
autonome ou semi-autonome. Hein, il faut beaucoup d'implication, donc beaucoup de participation, mais pas sur l'essentiel, mais disons sur les modalités d'application. Donc là, il y a plus de jeu, hein, de marge. Et donc, hein, déjà dans les années 70, on commence à dire, voilà, il y a toute une littérature, en sociologie des organisations notamment, qui développe l'idée que voilà, la grande entreprise, elle est trop grande, et donc il faut la subdiviser. Hein. Je n'ai plus, enfin, il faut que j'avance parce que sinon, je vais encore zapper quelques slides, et ça, j'ai pas envie. Donc, il y a une critique de l'organisation, de la grande organisation, et on veut trouver des réponses. Et une des réponses, c'est réduire la taille. Hein. Mais en même temps, le problème, c'est évidemment que si on réduit la taille, on ne veut pas perdre l'avantage des économies d'échelle, hein, c'est-à-dire des grands volumes, hein, des grands volumes de production, des grandes séries standardisées, etc. Donc, comment faire? Donc, une des manières de faire, c'est de introduire dans la grande structure, la grande entreprise, un peu de marché. C'est-à-dire d'introduire dans cette grande entreprise des unités opérationnelles qui sont en fait des petites entreprises, voilà, qui sont des unités comptables en soi. C'est-à-dire on a des business units, on a des rapports clients-fournisseurs en interne, entre l'atelier d'emboutissage ou les presses, par exemple dans l'automobile. Hein, donc là, on va emboutir les tôles. Puis après, on va les assembler, les souder. C'est deux segments différents. Puis le troisième segment, c'est quoi? C'est l'assemblage. Après, c'est la peinture. Après, c'est la finition. Hein, donc une voiture, c'est plusieurs segments. Une chaîne d'assemblage, c'est plusieurs segments. Ben, chaque segment, c'est des unités opérationnelles autonomes, hein, sur le plan comptable, qui reçoivent une dotation, un budget, et qui, quelque part, doivent réduire, hein, le plus possible leurs coûts. Donc, c'est introduire dans la grande entreprise une sorte de logique, hein, de marché interne. On est client-fournisseur en interne. On a une autonomie gestionnaire. On a une comptabilité par unité opérationnelle. Donc ça, c'est une première manière de faire. Après, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas et on va chercher des solutions techniques ou sur le plan technologique. Et on va en trouver. C'est-à-dire qu'on va comprendre que peut-être les installations que nous avons dans une entreprise, elles peuvent remplir plusieurs tâches ou elles peuvent alterner, elles peuvent moduler, elles peuvent répondre à des demandes variées. Hein. Donc, voilà, une même presse d'emboutissage, elle peut, hein, emboutir des tôles pour des modèles différents, par exemple. Hein. Ça, c'est une invention qu'on a faite au Japon, un des ingénieurs de fabrication de Toyota, qui comprend qu'au lieu d'avoir une presse d'emboutissage pour les portières, pour, je ne sais pas, le capot, etc., ben, on a une seule qui peut faire plusieurs modèles ou plusieurs types de tôles. Donc, on fait des économies en termes d'investissement. On a une presse qui peut faire plusieurs pièces. Hein. Donc, on a une flexibilité productive. C'est ça l'enjeu. Ça permet de gagner. Peut-être que c'est onéreux en termes d'investissement, mais on gagne en flexibilité productive. Hein. Donc, à ce moment-là, on peut aussi, en tant que grande entreprise, encore plus ou moins intégrée, on peut se spécialiser. On peut aussi, en tant qu'entrepreneur, en tant que patron, peut se dire, voilà, cette voiture, hein, la Mégane, par exemple, on peut la faire à Vilvoorde comme on peut la faire au Portugal, comme on peut la faire en Espagne. Hein. C'est-à-dire les modèles sont interchangeables. Il y a une flexibilité productive qui permet de mettre sur la défensive les collectifs de travail. Vous n'êtes pas content, vous faites grève, c'est pas grave, le modèle, on va le fabriquer ailleurs. Hein. Donc on peut jouer sur cette concurrence interne au sein d'un groupe. C'est une réponse à la fois technique, mais c'est aussi une réponse, hein, socio-technique ou politique. C'est-à-dire que c'est une réponse qui instaure un autre rapport de force. Là où on avait le job pour la vie, on était sûr d'avoir son emploi jusqu'à la retraite. Hein, ben là, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr. Donc, à partir des années 70, années 80, on commence à avoir des grandes firmes multinationales qui jouent ce jeu-là. C'est-à-dire qui se subdivisent et qui mettent en concurrence des unités de production internes. De la même manière que dans une usine, ben, on va surveiller
on va observer voilà, la productivité, le rendement, et on va comparer. On va faire du benchmarking, comme on dit en anglais. C'est-à-dire, on va faire des tableaux, Excel aujourd'hui, enfin, c'était des tableaux où on compare la productivité du travail de telle et telle équipe le matin, la nuit, le week-end, si on travaille le week-end, si c'est en continu, ou de telle ou telle unité d'assemblage dans l'automobile, par exemple. Donc, la grande entreprise, elle se fragmente, elle devient en quelque sorte une multitude d'entreprises moyennes ou petites. Et donc, la survie n'est pas garantie. Même si la firme multinationale, elle ne va pas faire faillite, par contre, les unités opérationnelles, ben, on va peut-être les supprimer. On peut restructurer, on peut concentrer, on peut délocaliser, on peut aussi faire des choses à l'extérieur. Donc, par exemple, sous-traiter. On peut aussi se concentrer sur le core business, c'est-à-dire sur le cœur du métier et externaliser certaines activités auprès d'équipementiers, de sous-traitants, etc. Donc la grande entreprise que je vous ai montrée tout à l'heure, elle commence à se désintégrer, elle commence à devenir une sorte de réseau d'ensemble articulé de entreprises moyennes ou petites. Alors, quelques mots sur le modèle japonais, parce que c'est vrai que c'est à ce moment-là que le Japon impressionne tout le monde. Les années 80, les années 90, on se disait, voilà, ça c'est le pays du soleil levant. C'est eux qui vont conquérir, qui vont devenir la première puissance économique. Ils vont prendre le relais des États-Unis. C'est pas du tout vrai, mais c'était une peur, c'était une sorte de menace. Mais c'est vrai qu'il y avait une efficacité productive des entreprises japonaises, notamment dans l'automobile, qui était assez impressionnante. Ce qu'on ne disait pas, c'est que souvent, ils faisaient appel à des équipementiers, à des sous-traitants, et que d'une certaine manière, dans l'entreprise mère, Toyota, Nissan, Honda ou peu importe la marque, on avait l'emploi à vie, mais chez les sous-traitants, etc., ce n'était pas le cas, et on était très mal payé, et surtout, il y avait des sous-traitants de 2e rang, 3e rang, 4e rang, et donc là, on était travailleurs pauvres. Mais comme on venait des campagnes, on était content déjà d'avoir ça aussi. Donc l'emploi à vie, il pouvait exister, mais c'était parfois aussi, très souvent, un travail très dur, très pénible, éreintant. Et surtout, ce modèle-là, il a eu cette capacité, on va dire, à se diffuser, à faire école. Donc on peut dire que d'une certaine manière, c'est un peu comme le taylorisme. Il s'est diffusé le taylorisme aussi dans le travail de bureau, dans le tertiaire, à un moment donné, c'est-à-dire une subdivision des tâches et des fonctions, et d'un côté l'exécution, de l'autre côté la conception. Le toyotisme ou le modèle japonais a eu cette capacité-là aussi. On parle là du lean management. Le lean, ça vient de l'anglais, ça veut dire maigre, ça veut dire au plus près, au plus juste. Et c'est un peu ça le modèle japonais, c'est-à-dire de faire plus avec moins. Cette capacité à faire plus avec moins. Alors, il y a des raisons historiques qui ont permis au Japon de le faire et qui l'ont poussé à le faire, mais disons que c'est devenu une sorte de modèle managérial qu'on peut retrouver aujourd'hui dans le secteur des soins de santé, qu'on peut retrouver aujourd'hui dans la plupart des services publics. C'est le New Public Management. C'est-à-dire que les unités de service ou de production sont toujours sous-dotées. C'est ça le premier principe. C'est-à-dire qu'on fonctionne au plus juste et souvent avec un manque. On est en manque de ressources. On n'a pas assez pour bien faire. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On prend sur soi, le travail devient plus intense, devient plus chargé, émotionnellement aussi, puisque d'une certaine manière, ce modèle fonctionne aussi sur une base, on va dire, d'implication, de motivation. Il faut tout donner, il faut être disponible, il faut avoir l'esprit corporate, faut aimer son entreprise, l'entrepreneur, la marque. Donc, il faut avoir le sens du sacrifice aussi. Et puis, voilà. Donc, ça donne, au Japon, ça donnait des situations, c'est un peu caricatural, mais ce n'est pas tout à fait faux, où on faisait grève avec un brassard tout en travaillant. Donc, on ne faisait pas grève. On avait juste un brassard et on travaillait. Donc, ça donnait ça au Japon. Après, il y a eu des grèves aussi, des vraies grèves. C'est un peu une mythologie. Disons que voilà, les Japonais, ils ne font jamais grève. Mais c'était aussi une certaine catégorie qui, de cette manière-là, avait accès, on va dire,
à la propriété. Voilà, vous pouvez avoir des normes de consommation qui relèvent plutôt des classes moyennes ou de la classe moyenne. Mais voilà, le modèle japonais, c'est aussi un modèle qui fonctionne sur base d'une sorte d'intelligence partagée. C'est-à-dire qu'on a du travail en groupe, on a l'amélioration continue, on a la qualité totale, hein, toute une série de notions qu'on retrouve dans la littérature managériale, où fondamentalement, on va faire quoi? On va faire appel au savoir-faire, à l'intelligence, hein, des ouvriers, des opérateurs, du personnel, pour améliorer le process, pour faire en sorte que ça fonctionne mieux avec moins. Alors parfois, ça améliore les conditions de travail, mais en règle générale, c'est plutôt le travail qui devient plus intense, hein, plus exigeant, parce que forcément, si on a réussi à le faire l'année passée, il faut qu'on réussisse à le faire cette année-ci aussi, et puis l'année d'après aussi. Donc l'amélioration continue, c'est sans fin, hein. Et donc après, il y a aussi une sorte de contrôle réciproque, il y a l'évaluation des uns sur les autres. Quand on a un travail d'équipe, hein, si l'équipe, on la compare avec l'équipe 1 avec l'équipe 2, le team 1 avec le team 2, ben on va dire le team 2, ben c'est des tirs au flanc, hein, c'est des feignasses, et ils n'avancent pas, ils sont pas volontaristes. Allez, hop, on nettoie tout ça, hein, on sucre les primes. Donc il y a aussi une part de, voilà, de coercition, hein, de discipline, de répression. Donc il faut absolument aimer son travail. J'y reviendrai demain. Mais toujours est-il que ce modèle, il fait écho à la réorganisation de l'entreprise. À ça se rajoute un autre élément, euh, euh, c'est, disons, une réorganisation juridico-économique. Ce n'est pas seulement les unités opérationnelles, ce n'est pas seulement la fragmentation en unités, etc. C'est aussi, disons, la financiarisation qui aide. C'est-à-dire les sociétés anonymes, les firmes, les entreprises, ben, elles se subdivisent en centres de coûts et en centres de profit, par exemple. Tous les coûts d'un côté et les profits de l'autre. Voilà. Par exemple, voilà, on peut prendre, c'est un modèle, hein, de gestion, c'est un modèle de gestion. Vous concentrez tous les frais, tous les coûts d'un côté, et une autre entreprise, elle concentre quoi? Tous les bénéfices. Comment ça se passe? Par exemple, ben, Starbucks, vous connaissez? Qu'est-ce qu'ils vendent, Starbucks? Du café? Eh bien non, c'est pas du café. Non, c'est des concepts. Tout ce que vous trouvez là, lorsque vous entrez dans un café, un point de vente, on va dire, un point de vente de Starbucks, c'est des concepts. Hein. Et ce sont des franchisés, hein, ce sont des unités autonomes, hein, qui payent une redevance, mais surtout, ils payent des droits d'auteur pour l'utilisation des concepts. C'est-à-dire le macchiato, machin, bidule, avec un peu de vanille, avec un peu de caramel ou avec un peu de je ne sais pas quoi, d'autres, ben, c'est un concept. Et il y a donc des droits d'auteur. Et les droits d'auteur sont où? Ben, ils sont dans une entreprise qui est localisée où? Dans un pays où la recherche et le développement n'est pas fiscalement imposable, à savoir les Pays-Bas. Donc, évidemment, c'est une manière de retirer tous les bénéfices vers le siège de Starbucks en Europe, c'est aux Pays-Bas. Le siège de Stellantis, hein, c'est pareil, c'est les Pays-Bas aussi. Un nouveau groupe qui a fusionné, hein, PSA avec Fiat, etc. Donc, vous avez des unités qui ont aussi des avantages fiscaux, ou qui peuvent utiliser des avantages fiscaux. Vous avez dans tous les grands groupes, vous avez des banques internes. Hein. Lorsqu'il faut voilà, investir dans des nouvelles structures productives, ben, on ne va pas appeler la banque Lazare, même si c'est Strauss-Kahn qui s'en occupe. Ben, on a une banque interne au groupe qui va prêter, hein, qui va investir, qui prête les ressources financières requises pour la modernisation des équipements à des taux qui sont les taux du marché, voire supérieurs. Hein. La même chose se fait dans tous ces groupes internationaux avec des prix de cession internes. L'usine Audi à Bruxelles,
ben, elle reçoit des moteurs qui viennent d'Allemagne, qui sont transmis, vendus à l'usine d'assemblage Audi à Bruxelles, mais à des prix qui ne sont pas les prix de revient. Les prix de revient, donc les coûts de fabrication des moteurs qui sont fabriqués à Karlsruhe en Allemagne, mais surfacturés, c'est-à-dire il y a 10-15% en plus. C'est une manière d'écrémer à nouveau une partie des bénéfices et de maintenir une série de filiales, une série d'unités de production, hein, toujours un peu dans le rouge ou juste limite, quoi, limite. Donc, vous avez des centres de coûts, hein, et des centres de profit. Parfois, ce sont les installations, ben, c'est du leasing. Parfois, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, on va louer les machines, on va louer les installations. Et donc là, évidemment, ça revient cher aussi. Donc, chaque fois, hein, on peut écrémer, hein, on peut retirer, extraire de la valeur, hein, à partir de techniques, on va dire, de gestion. Hein. C'est la même chose avec, on va dire, la sous-traitance en cascade. La même chose. La sous-traitance en cascade, les équipementiers de premier rang, donc les fournisseurs de premier rang, deuxième rang, troisième rang, ben, souvent, ben, ils n'ont pas trop le choix. Ils sont contents d'appartenir encore, d'avoir encore des commandes. Hein. Ils n'ont finalement pas beaucoup d'autonomie. Ils ne peuvent pas trouver d'autres clients. Hein. Ils sont dépendants. Et donc, ils sont captifs. Ce qui veut dire que le capital exploite le capital d'un point de vue analytique. Hein. Ou en tout cas, le grand capital va écrémer, hein, le petit capital, va tondre la laine, va plumer la volaille, va se servir, va pouvoir imposer des normes à la fois de gestion, mais des normes productives, des normes de résultats qui permettent d'extraire, hein, de la richesse, de la valeur de ceux qui sont, hein, fournisseurs, équipementiers, etc. Donc, je donne un autre exemple avant de passer. Oui, voilà, discutons-en. Hein, voilà la dynamique de franchisé. On en a parlé hier avec Estelle Quelmans de la FGTB. Voilà, vous voyez ici la franchisation comme levier de surexploitation. Là, on le voit du côté du travail. Hein, on voit d'un côté, voilà, le salaire à l'embauche dans les magasins intégrés de Delhaize, c'est 2100 €. Chez les franchisés, c'est 200 € en moins. Les indemnités de travail en soirée, ce n'est pas les mêmes. C'est 40% à partir de 18 h, c'est 25% à partir de 19 h. Et vous pouvez regarder, voilà, toutes les différences sont conséquentes. Mais moi, je rajouterais à cela, hein, la dernière ligne, c'est que l'indice des prix n'est pas le même. Lorsque vous allez dans un magasin Delhaize, Proxy, je ne sais plus comment ça s'appelle, oui, c'est ça, un Proxy Delhaize, les mêmes produits sont beaucoup plus chers. 8%, 10% plus cher. Pourquoi? Parce que le franchisé, il est obligé, il a un contrat d'approvisionnement, il est obligé de s'approvisionner à la centrale d'achat. Et la centrale d'achat, ben, elle dicte quoi? Ben, il faut prendre autant. Dans tes rayons, 80 ou 90%, ça doit provenir de la centrale d'achat. Tu peux peut-être aller au Colruyt et vendre aussi du sucre ou de l'huile pas chère, mais en règle générale, dans les rayons des franchisés, c'est quand même voilà, la centrale d'achat qui impose disons 90% des produits des marques, etc., à des prix qui sont un peu élevés. Et donc forcément, la seule manière de s'en sortir pour le franchisé, c'est d'augmenter ses prix. Mais il est limité aussi, parce que s'il augmente trop ses prix, ben, les clients ils vont peut-être au Aldi ou au Lidl, hein, s'il y en a un dans les parages, ou ben, de vendre des produits, certains produits moins chers, d'autres plus chers. Sinon, la seule solution, la seule variable d'ajustement, on va dire, c'est le travail. C'est le travail. Il n'y a pas de miracle. C'est-à-dire que voilà, c'est plus d'heures, c'est moins de personnel pour plus de travail. Donc, c'est une manière de tirer davantage de richesse du travail. Donc, de surexploiter, si vous voulez, le travail vivant. Donc, la payabilisation dont on parlait hier, c'est en fait un système d'extraction de valeur, de richesse, mais en cascade. C'est-à-dire où c'est ceux qui déterminent, enfin, c'est ceux qui ont l'accès au marché final qui ont le pouvoir. Hein. Prenez par exemple une marque de vêtements comme Benetton. Hein, ils n'ont pas d'atelier de confection. Ils n'ont que des points de vente, qui sont tous des franchisés. Il y a un système informatique
hein, qui donne les données à J+24, hein, donc sur des délais très courts, des produits qui sont vendus. Donc, ils savent combien de pulls, de quelle couleur, combien de chaussettes, qu'est-ce qui se vend, dans telle ville, tel pays, peu importe. Ils ont les statistiques. Donc, ils peuvent programmer voilà, la production à J+7. Donc, 7 jours plus tard, voilà, il y a telle et telle commande, ils sont de nouveau disponibles dans les rayons. Donc, ils alimentent en juste à temps, ou presque, des points de vente qui ne sont pas de Benetton. Benetton, c'est une petite entreprise avec des dessinateurs, hein, avec la recherche du développement, et puis c'est une unité de gestion hein, qui contrôle le marché final parce qu'elle a la possession de la marque. Et quand on a la marque, on a le marché final, on a l'accès au marché final, et qui, en amont, bah, s'organise pour faire faire. C'est-à-dire que c'est une entreprise sans usine. Hein. Donc, il y a des ateliers de confection, souvent avec de la main-d'œuvre clandestine ou irrégulière. En Italie du Nord, il y a même des ouvrières chinoises. Enfin, il y a des Chinois qui travaillent dans ces ateliers de confection dans toute l'Italie du Nord, du Veneto jusqu'à Turin. Voilà, ils reçoivent des commandes et c'est au moins 10 ans. Voilà. Moi, il me faut autant de pulls, autant de chaussettes, autant de pantalons de telle et telle couleur. Hein. Les tissus, ils les reçoivent, mais la couture, hein, elle se fait dans des situations enfin, qui sont absolument abominables. Mais c'est le moins de 10 ans. Et donc, souvent, ces ateliers de fabrication, de confection, ben, ils prennent un peu d'avance, ils ont des stocks pour pouvoir répondre, hein, et ils écoulent sur le marché noir, hein, comme marchandises non officielles, ce qu'ils n'ont pas pu écouler hein, lorsque voilà, la marque leur demande. C'est la même chose pour Dolce Gabbana, pour toutes les marques fonctionnent aujourd'hui de cette manière-là. H&M fonctionne de cette manière-là, Zara fonctionne de cette manière-là, sauf que là, les ateliers, c'est pas en Italie du Nord, c'est au Maroc, c'est en Turquie, hein, c'est en Slovénie, c'est dans les pays de l'Est européen aussi. Donc, la clé, c'est l'accès au marché final, avec la marque ou la puissance de vente. Voilà. Apple, c'est la même chose. Hein. Apple, c'est 50 000 employés, mais c'est aussi, combien de temps il me reste? 20 minutes. Allons-y. C'est Foxconn en Chine. Voilà, je saute, je reviendrai en arrière après. Voilà. Foxconn, c'est une entreprise taïwanaise qui a des usines d'assemblage, de fabrication pour les iPhones à Zhengzhou, Shenzhen, dans la province du Zhengzhou, en Chine. C'est une usine où il y a plus de 300 000 ouvriers, ouvrières. Hein. La plupart de ces ouvriers, de ces ouvrières sont d'origine rurale, sont mis au travail avec le système ECU, c'est-à-dire ce sont en fait des travailleurs, des migrants internes, c'est-à-dire qu'ils ont le droit d'aller dans une autre province et d'y travailler, mais ils n'ont pas de sécurité sociale, ou sauf vraiment minimaliste, hein, et d'une certaine manière, ils sont captifs de l'employeur. C'est-à-dire qu'ils peuvent rester dans une autre province que celle qui est leur province de naissance, qu'à condition d'avoir un employeur. Hein. Donc, c'est un système qui fonctionne avec des dortoirs. On appelle ça un régime de travail fondé sur les dortoirs. Donc, ils sont plus de 200 000. Il y a une vague de suicides il y a une dizaine d'années. Maintenant, c'est plutôt des grèves. Et c'est plutôt, voilà, c'est des grèves sauvages qui ont eu lieu. Mais évidemment, c'est pour quelques années. Hein. Ils sont d'origine rurale, leurs parents, c'est des paysans. Les salaires sont misérables, hein, c'est 150 ou 200 $ par mois. C'est pas avec ça qu'ils vont s'acheter un iPhone. Hein. Ils doivent payer énormément pour les dortoirs. Ils doivent aussi envoyer un peu d'argent à leur famille, enfin, même si ce n'est que 20 $ ou l'équivalent, c'est déjà ça pour des familles qui vivent encore en zone rurale. Donc, voilà, Apple, c'est ça aussi. Hein. C'est aussi voilà, l'extraction de métaux rares, de lithium, d'autres types de métaux rares qui sont souvent pris en charge par des enfants ou voilà, dans des conditions assez abominables. Donc, je remonte en arrière, hein, voilà, pour
parler de la grande entreprise a disparu, mais qu'est-ce qui l'a remplacé alors, hein? C'est le dernier point que je vais encore aborder aujourd'hui, comme ça il nous reste une petite dizaine de minutes pour avoir un échange, mais quand même, voilà, je pense que c'est avec ça qu'il faut que j'en parle. C'est la notion de chaîne de valeur globale. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est le marché final, c'est le client, hein, mais il y a tout ce qui précède en amont, hein, et il y a plein de fournisseurs, hein, il y a plein de prestataires, et puis ce sont des négociations, c'est des contrats sur 1 an, sur 2 ans, sur des volumes, donc ça donne une certaine sécurité à ces prestataires, mais pas tant que ça, hein. Puis il y a aussi une concurrence, s'ils ne sont pas aux normes, si la qualité n'y est pas, si voilà, les rendements n'y sont pas, s'ils font faillite, bah, ils seront remplacés par d'autres. Donc c'est une concurrence intercapitaliste mortifère, mais elle est quand même philo-guidée ou téléguidée, déterminée par ceux qui ont l'accès au marché final. C'est la chaîne de valeur, c'est ça. Et la chaîne de valeur, c'est un concept qui a été développé par Porter il y a une trentaine d'années. La chaîne de valeur, c'est un concept, on va dire, analytique, c'est un concept organisationnel et économique en même temps. Donc, c'est l'ensemble des dans cette chaîne, il y a des maillons, hein, c'est l'ensemble des maillons, hein, qui forment la chaîne, et ces maillons, ce sont tous les éléments qui peuvent contribuer à générer de la valeur, soit en faisant moins cher, hein, soit en faisant plus pour le même prix, hein, soit donc en optimisant, soit aussi en ayant, voilà, moins de distance à parcourir. Donc il y a une série de prestataires dans cette chaîne de valeur qui se disent: «Oui, mais d'accord, ils nous commandent ça, on a des clients, mais peut-être que c'est mieux quand même qu'on se localise plus près de nos clients». Donc ils vont se relocaliser, par exemple, à proximité des usines d'assemblage. C'est le cas dans le secteur de l'automobile, notamment, hein, où les sous-traitants, au lieu de, voilà, d'être à 50 ou 60 ou 300 kilomètres, ben, ils se localisent tout près. Comme ça, il y a moins de frais de transport. En même temps, comme le secteur du transport a été extrêmement déréglementé, hein, le fret routier notamment, maritime aussi, avec les cargos, les containers, etc. Bon, ça ne coûte pas si cher que ça. Enfin, maintenant, ça commence à coûter cher, donc on va assister à une régionalisation, une reconcentration, à une reterritorialisation de ces chaînes de valeur. Mais moi, par exemple, j'ai eu l'occasion d'aller en Asie du Sud-Est, au Vietnam, pour être précis. Et ce qu'on a vu là, c'était assez impressionnant. C'est-à-dire qu'on a, en zone semi-rurale, dans la périphérie de Hanoï, on a plein de petites usines qui fabriquent à l'époque, c'était des lecteurs de DVD, lecteurs de CD, mais aussi des téléphones portables, et mais aussi dans la confection, ben, on a des vêtements sportifs, parfois assez onéreux, voilà, pour l'alpinisme, etc. Il faut être disponible quand la commande, elle tombe. Il faut la livrer dans les 3 semaines. Donc voilà, il y a un nouveau modèle, Panasonic lance un nouveau modèle, bah, il faut pouvoir, hein, satisfaire la commande en très peu de temps. Carrefour décide de mettre dans ses rayons des lecteurs de DVD génériques d'une marque qui n'existe pas, qu'ils inventent de toutes pièces. Mais voilà, pour les fêtes, pour Noël, bah, on peut acheter un lecteur de DVD, c'était le cas il y a quelques années, pour 60 €. Voilà, donc Carrefour passe commande, hein, en Chine, au Vietnam, pour voilà, une livraison de 3 Airbus, hein, de 600 000 lecteurs, hein, de DVD, pour des prix complètement planchers. Et donc évidemment, l'autre bout de la chaîne, là où le travail est fait, là où se concentre, on va dire, le travail de fabrication, bah, il faut de la disponibilité de main-d'œuvre. Et parfois, il y a beaucoup de travail, parfois il y en a pas. Donc on fait appel à des femmes lorsqu'il y a beaucoup de travail, mais après, lorsque le nouveau modèle ne se vend pas, ah là, bah, le mois suivant, il y a pas de travail. Donc ces personnes ne peuvent pas rentrer non plus dans leur famille, donc restent là en stand-by, hein. C'est le cas en Chine, c'est le cas en Asie du Sud-Est, c'est le cas en Indonésie, dans les Philippines. Donc les chaînes de valeur
ont contribué à transférer des activités industrielles qui étaient localisées ici jusqu'à la fin des années 70, 70, à les transférer dans des pays à bas salaire. C'est la délocalisation, oui, mais c'est une délocalisation articulée sur un ensemble, hein, sur un process qu'il faut prendre dans son ensemble. Hein. Ce qui permet de comprendre qu'aujourd'hui, voilà, la mondialisation, c'est avant tout du business to business. 60%, je pense que voilà, le commerce mondial, c'est avant tout pour 60% du commerce entre entreprises, entre firmes. Hein. Et la consommation finale, c'est seulement 40% du commerce mondial. Donc l'ensemble, c'est redispatché, réorganisé sur un ensemble planétaire, géographique beaucoup plus large. Évidemment, les gens qui sont payés quoi, 150, 200 € à tout casser, ben, est-ce qu'ils vont acheter un smartphone? Non. Hein. Est-ce qu'ils vont acheter une voiture? Non. Ils ont la mobilette et le vélo. Hein. Est-ce que donc est-ce des consommateurs? Oui, mais enfin réduits. Hein. Donc ça explique aussi, ça permet aussi de comprendre que cette mondialisation qui a été très efficace, hein, sur le plan financier et sur le plan, on va dire, voilà, de l'accumulation du capital et qui s'est vraiment renforcée les 30 dernières années, et qu'en même temps, elle est très fragile aussi. C'est-à-dire que, voilà, c'est toujours les pays de l'OCDE où la majeure partie des consommateurs vivent. Hein. En Chine, il y a une petite classe moyenne qui s'est développée, qui s'est étendue, hein, mais ce sont des produits chinois. Donc, une partie des chaînes de valeur font face à ce problème-là. C'est-à-dire que finalement, on est toujours aujourd'hui face à des marchés de renouvellement. On n'est pas dans des marchés qui se développent. Hein. En Amérique latine, on ne vend pas tant de voitures que ça. Heureusement, c'est polluant. Et disons que ce n'est pas l'Amérique latine qui a pris le relais de l'Europe des années 60 et 70. Ce n'est pas l'Afrique non plus. Hein. Toutes les voitures qui partent du port d'Anvers ou du port de Hambourg, hein, c'est des voitures de seconde main qui vont être rafistolées, des pièces de vieilles Mercedes, et ça roule, tant mieux. Ça roule encore pendant 10 ans, 15 ans. Hein. Mais disons que ce ne sont pas des marchés si émergents que ça. Même si on les caractérise comme des marchés émergents, ils ne le sont pas tant que ça. C'est à la marge. La même chose au Moyen-Orient, n'en parlons pas, avec toutes les guerres qu'ils ont connues. Et en Chine, bah, disons que la Chine, hein, bah, elle a eu cette intelligence de quand même aussi utiliser les technologies occidentales, de faire des joint ventures, c'est-à-dire des entreprises mixtes, et de quelque part développer ses propres structures internationales, hein, d'avoir aussi ses propres produits qui sont commercialisés. Mais disons que la Chine, ce qu'elle commercialise surtout, hein, c'est sa main-d'œuvre. Quand on regarde en Afrique, hein, voilà, c'est en gros le deal, c'est quoi? C'est des concessions, l'accès aux matières premières en échange de je vous construis un hôpital, une autoroute, une université, des habitations. Donc, ce n'est pas la même chose que le rapport Nord-Sud néocoloniaux qu'on a connu encore et qu'on connaît encore aujourd'hui, qui, par exemple, se pérennise par rapport à l'Amérique latine, mais disons que c'est quand même aussi des rapports de dépendance. Hein. Mais voilà, je vais terminer là, parce qu'il est quand même 8h moins 10. Donc il y a plein de choses que j'ai dû zapper, mais l'essentiel, c'est de comprendre que la grande entreprise, elle existe toujours. Je reviendrai sur Amazon, par exemple. Je voulais parler d'Amazon et du capitalisme de plateforme. Je le ferai lundi. Demain, je voudrais vous parler d'abord voilà, du travail dans ce régime d'accumulation flexible et mondial. Comment a-t-il évolué? Hein, comment est-ce que la mise en concurrence des uns et des autres a contribué? Pardon, je n'ai pas terminé. 2 minutes. Comment cette mise en concurrence mondiale, elle a contribué à dégrader les conditions de travail, à les rendre de plus en plus intenses et impossibles à soutenir. Et quels sont aussi les effets, disons, sociaux au niveau de la santé, par exemple, mais aussi quels sont les effets, on va dire, indirects au niveau disons, des équipements collectifs, de la sécurité sociale, du financement de la sécurité sociale, parce qu'il est clair que, voilà, je termine avec ça, vous allez vous en souvenir. Pour chaque consommateur en Europe, et je me souviens du slide, et aux États-Unis, en fait, pour chaque consommateur moyen, médian, en fait, on a 7 travailleurs dans le sud global, ou travailleuses. Hein.
qui ne consomment pas ce qu'ils produisent. Ce que nous consommons, hein, au jour le jour, au mois le mois, à l'année, etc., en fait, cela requiert le travail de 7 personnes qui sont ailleurs, hein, et qui ne consomment pas ou qui ne consomment pas de la même manière. Ce qui veut dire qu'il y a quand même des disparités, des inégalités qui sont problématiques du point de vue humain, mais qui le seront aussi du point de vue économique. Je vous remercie pour votre attention. Bonne soirée. Non, non, c'est toujours comme ça. Ouais. C'est moi aussi. La Claire Marcel Guillemin. Ah oui, oui, oui. Ah bah oui. Il n'y a plus personne. Hein. Ouais. On va essayer autre chose demain. Non. Je vais juste le couper. Ouais, ouais. Comme ça, Voilà, il faut le